Bonjour à toutes et tous. J'ai entreaperçu des noms que je connais. L'occasion de retrouver aussi des anciens étudiants, des anciennes étudiantes, des étudiantes actuelles. J'ai vu Timmy que tu étais là, Cyril, un collègue. Je vais commencer sur les propos que je vais tenir. Donc, le design sensoriel, on peut le pratiquer de plusieurs manières. Bien sûr, c'est quelque chose qui reste très libre. Là, je vais vous montrer qu'il est possible de le pratiquer autrement qu'intuitivement ou avec du bon sens. Je vais montrer qu'il est possible d'aller chercher avec un peu de connaissances d'autres disciplines des outils qui deviennent opératoires dans un projet. Alors ça a du sens quand il s'agit de projets collaboratifs et il va falloir échanger et représenter en fait le point de vue du design. Donc le design sensoriel permet la maîtrise d'objectifs à atteindre, de pouvoir spécifier en termes de sensations un objectif à atteindre en termes de performance qualitative liée à un produit, un objet, un service qu'on veut développer ensemble avec d'autres métiers. Donc c'est pour faciliter en fait le dialogue et notamment avec des métiers qui sont très matures et qui sont capables de prédire des résultats sans même passer par toutes les étapes qu'on connaît habituellement dans une progression du passage du 2D au 3D et puis passer du macro au micro avec des niveaux de précision de plus en plus importantes et puis la garantie d'obtenir un résultat qui va durer et qui peut être aussi avec des exigences ou des contraintes contradictoires comme durer, respecter l'environnement. Voilà. Donc je démarre par une définition du design de chez Renault qui illustrait déjà, annonçait ce que pouvait être le design sensoriel. Donc la fin de la phrase donc, conclut sur le fait que le designer chez Renault a la responsabilité de tout ce que perçoit le client. Donc là, c'est un effet d'annonce. Et à l'époque, en 94, bah, ça renvoyait un questionnement en fait sur le niveau de l'enseignement et de formation pour savoir en fait bah, ce dont pouvait disposer le designer en formation sur cette promesse. Donc je viens tout de suite de manière classique à une définition que j'ai proposée du design sensoriel. Donc le design sensoriel, ça concerne assez simplement la maîtrise dans la conception et le développement d'un produit, d'un objet, de tous ses aspects perçus, à l'aide notamment des techniques d'évaluation sensorielle orientées conception. Donc là, c'est le corps principal, la colonne vertébrale des outils qu'on peut déployer. Et je vais faire des petits flashs comme ça sur un certain nombre de, d'outils méthodologiques qui peuvent être manipulés pour, alors, dans ce que j'appelle la maîtrise, c'est-à-dire dans un premier temps pouvoir spécifier sous forme de critères, alors par exemple de manière à enrichir un cahier des charges fonctionnel, euh, pouvoir spécifier des performances attendues sur cet effort de conception, pouvoir concevoir ces performances, donc pouvoir les ajuster, pouvoir dialoguer avec d'autres métiers et puis prendre des décisions, savoir où on peut réduire nos ambitions en tant que designer sensoriel et où en fait on est intransigeant. Et puis donc développer une approche métrologique qui permet de qualifier ce qu'on propose et qui permettra donc d'assurer par la suite, dans des contraintes de production, si on veut avoir un suivi qualité, d'avoir cette possibilité d'évaluer les écarts qui peuvent exister dans des variations classiques de production. Donc sans vouloir trop dramatiser, ce qui restait la norme jusqu'à maintenant, c'était le fait dès qu'on avait à concevoir un produit, de se précipiter sur bah, le domaine le plus connu et le domaine le plus rassurant qui concernait donc les aspects prédictifs des sciences pour l'ingénieur, et ce qui aboutissait donc à un produit qui était plutôt techno-conçu. Donc le cadre de référence, c'était
les grandes disciplines qui sont enseignées en école d'ingénieur et qui permettent de résoudre des problèmes. Parce qu'on voyait la conception comme ça, une manière de résoudre des problèmes pour aboutir à un résultat en termes de produit. Donc on a tous connu ce constat, le fait que on a des petites perturbations sonores. Il y a quelqu'un qui veut intervenir? C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Ah d'accord. Je l'ai plaqué au sol. Donc tout objet conçu, même techno-conçu, sera malgré tout à un moment donné soumis à la perception humaine. Et donc là, un premier schéma qui est très basique, qui permet de prendre conscience qu'en fait, cet objet, donc une armoire qui distribue des différents produits alimentaires liquides, sera perçu. Et le principe de la perception humaine, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un principe de processus de construction, de représentation, alors à tiroir. Je ne vais pas commencer à nommer tous les systèmes de représentation, mais voilà, c'est des représentations de représentation de la réalité. Donc, il n'existe pas une perception immédiate, même si on a l'impression qu'on peut percevoir le monde tel qu'il est. Il y a toujours en fait un temps de construction, alors qui souvent échappe à la conscience et qui donne l'illusion, sur certaines modalités sensorielles, qu'on peut percevoir le monde de manière directe, ce qui n'est pas le cas. Donc le produit techno-conçu, s'il n'est que techno-conçu, eh bien il a un risque de générer ce que j'ai appelé des bugs perceptifs, c'est-à-dire en fait des blocages de ce processus de construction, de représentation de cette réalité. Donc voilà la définition du bug perceptif. Ça concerne une situation de blocage. C'est un processus qui échappe à la maîtrise du projet de conception techno-conçu. Et ce processus de blocage, il va empêcher le bon déroulement de la perception de l'objet. Alors ça peut être un objet, ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une technologie sur laquelle on a investi énormément. Et si ce blocage a lieu, ça rend vain tous ces efforts, tous les investissements qu'on a pu prendre, ça va finir par constituer un vrai problème et ça va reposer des problèmes de résolution technique et fonctionnelle. Parfois. J'ai plein d'anecdotes, mais je ne vais pas les présenter maintenant. Donc, un des premiers bugs perceptifs auxquels on a fait référence, ça concernait en fait les relations qu'on pouvait avoir quand on était le premier voyageur à vouloir rentrer dans une rame TGV qui s'arrêtait sur le quai. Donc je l'ai appelé le bug de Bernardo. C'est un bug qui sanctionne le fait que aucun dialogue n'est possible. On essaye de parler à l'objet, mais il reste sourd et muet à nos sollicitations, comme Bernardo, l'assistant de Zorro, qui est muet et censé être sourd, mais en fait il entend. Mais là, voilà, on avait beau appuyer sur l'interrupteur, il ne se passait rien la plupart du temps. On appuyait plus fort, plus longtemps. Il fallait attendre ensuite, mais on ne savait pas si c'était la première impulsion qui était responsable de l'ouverture de la porte ou s'il fallait être patient. Donc, dans des situations de micro-stress, ça vient amplifier un stress latent et on se demande si on a fait les bons gestes et on a tendance en fait à culpabiliser. Ça, c'est le problème de l'utilisateur, du consommateur, c'est qu'il part du principe que tout a été parfaitement conçu et que s'il y a un problème, ça vient de lui. Donc là, on va inverser ce paradigme. Le problème, il vient de la conception et du fait qu'on n'a pas tenu compte de cette réalité de perception humaine. Donc si on commence à rentrer dans le détail pour tenter d'expliquer, le processus de construction, il est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il est à la fois ascendant et descendant. Donc on pourrait croire qu'en fait, on s'avance vers l'interrupteur, on le voit, et c'est quelque chose de très chronologique. Mais dès les premières modalités sensorielles, dès les premières informations,
il va y avoir en fait un fonctionnement classique dans notre cerveau qui est de faire appel en fait à tous les souvenirs qu'on a pu avoir, de près ou de loin, de situations similaires, de sensations similaires, de contextes temporels, spatial, d'objets, de silhouettes assimilables, analogues. Bon, voilà, donc ça donne en fait des phénomènes ascendants et descendants qui viennent travailler sur une représentation qui sert de guide. Donc si la représentation n'est pas bonne, bah, ça va donner un mauvais guide et on va souvent enclencher un mauvais geste. Donc dans cet effort de comprendre un mécanisme d'ouverture automatique d'une porte, on va chercher en fait l'endroit où il faut déclencher cette ouverture et on fait appel à tous nos exemples antérieurs plus ou moins mémorisés solidement d'interrupteurs, de poignées, de déclencheurs. Voilà. Et très vite, on ne peut pas faire de classement et de catégorie. On va faire intervenir aussi des notions de cognition plus rationnelles, mais aussi plus affectives, et puis des notions de croyance. Bon, vous avez compris le principe. Donc on a un jeu interactif qui rentre dès qu'il y a perception humaine, et dès qu'il y a en fait un usage sollicité, la perception va se mettre au service de cet usage. Donc dans ce jeu interactif, je vais me focaliser maintenant sur les notions de sensation et élargies aux notions de qualité sensorielle. Donc il y a maintenant une bonne cinquantaine d'années, l'agroalimentaire, en devenant industriel et en acceptant en fait le modèle industriel, s'est posé les questions de qualité, de conformité de ces produits alimentaires. Et donc s'est aperçu qu'il n'existait aucune instrumentation, il n'y avait pas de mesure instrumentale possible des produits alimentaires proposés. Et donc la seule mesure a été de passer par des techniques d'évaluation sensorielle. Donc la définition admise par la FNOR, qui a ensuite été adoptée sur les normes ISO, c'est celle-ci, c'est le fait que l'évaluation sensorielle vise à évaluer les propriétés organoleptiques d'objets perceptibles. Donc les propriétés organoleptiques, ça signifie en fait que il y a une interaction avec les objets de perception qui déclenche un fonctionnement de nos organes sensoriels. Donc là, je vous présente l'outil qui reste aujourd'hui le plus achevé dans les techniques d'évaluation sensorielle, qui est l'obtention d'un profil sensoriel, ici, pour un café. Donc je ne vous ai pas mis tous les termes auxquels peuvent être associés une échelle de perception. Donc vous avez ce profil sur le... Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Bon, je suis en train de montrer en fait ce qu'est un profil sensoriel. Avec normalement des descripteurs, bon là j'ai mis des grandes modalités sensorielles, et puis des notions qui vont être définies relativement à un espace produit. Donc en fait on va s'appuyer sur un ensemble de cafés les plus différents possibles, constituer un instrument de mesure particulier qui va être un groupement de personnes qu'on va familiariser avec l'espace produit, puis ensuite entraîner sur un certain nombre d'outils méthodaux. L'ensemble va permettre de générer des termes. On va les trier. Voilà, je rentre pas dans le détail, mais si vous avez des questions, je pourrais le faire par la suite. Tout ça dans un environnement de mesure qui est contrôlé sous forme de cabine, qui facilite à la fois la concentration, qui permet d'isoler la personne avec le produit à évaluer, et par l'intermédiaire de prise d'échantillons, donc ici des goulets, la manière en fait d'absorber par petite quantité le liquide, eh bien la personne qui est entraînée, qualifiée en termes de panel sensoriel, donc répétable dans ses réponses, va indiquer une intensité par rapport à la modalité qui est en face. Et cette échelle de perception, elle présuppose qu'en fait, il n'y a pas de corrélation avec des grandeurs physiques, chimiques, habituellement mesurables par l'instrument. Ici, en deçà du zéro,
on ne perçoit rien, on n'a pas la possibilité de percevoir, et au-delà, on est aussi au-dessus des seuils de perception. Donc ça, c'est connu dans les sonorités, avec les infrasons et les ultrasons, l'infrarouge, l'ultraviolet dans le domaine lumineux, enfin, etc., etc. Donc on ne le déploie pas sur toutes les autres modalités sensorielles, mais c'est le même principe à chaque fois. On a des petites fenêtres dans lesquelles on peut percevoir le monde qui nous entoure, les phénomènes liés à ce monde, et c'est ce qui nous permet en fait de nous repérer, de vivre dans ce monde. Donc là, c'est un ouvrage qui a été fait par l'initiateur Félix Deplette. C'est quelqu'un qui est décédé depuis, mais en 2009, il est le coordinateur de ce qui est la Bible, en fait, pour un praticien en évaluation sensorielle. Le manuel méthodologique d'évaluation sensorielle, il vise à mettre à niveau, par rapport aux normes AFNOR, qui sont des écritures consensuelles entre des chercheurs qui veulent toujours aller chercher une précision, et puis des prestataires qui veulent réaliser une forme de réponse à un client sans déployer forcément beaucoup d'efforts tels que le chercheur le voudrait, et puis des clients qui sont là aussi pour vérifier que ce qui va être fait pourront les satisfaire. Donc ce manuel méthodologique, en 2009, il sort aux éditions Lavoisier, et il fait la part belle justement à une espèce de déploiement des techniques d'évaluation sensorielle, plus seulement sur le domaine agroalimentaire. Donc très vite, Nestlé France, qui est le plus gros pourvoyeur de thèses de doctorat, ne pourra plus embaucher ceux qui ont soutenu leur thèse en interne. Et une des premières, Germaine Gazano, va aller proposer ses services chez L'Oréal. Donc la cosmétique va connaître le même niveau de déploiement de ces outils méthodologiques. Puis après, tous les biens de grande consommation, pour lesquels on a pu faire avec les étudiants que j'avais à l'époque aux arts et métiers un certain nombre de démonstrations, comme quoi il était possible d'imaginer, d'intégrer les techniques d'évaluation sensorielle dans les projets de conception. Après, ce qui pose des soucis, c'est les problèmes d'organisation. Comment est-ce qu'on situe ces techniques d'évaluation sensorielle, sachant qu'il faut un certain nombre de surfaces et de moyens, constituer un panel sensoriel, disposer d'une surface pour avoir des cabines suffisamment nombreuses pour réaliser des mesures, ce qu'on a pu faire dans le cadre de RCP à Tours. Donc cet ouvrage, j'interviens dans le chapitre 9 pour montrer que les outils tels qu'ils sont proposés pour l'évaluation sensorielle ne conviennent pas exactement pour des produits autres qu'alimentaires, agroalimentaires et cosmétiques. En gros, pour des modalités sensorielles autres que olfactives et gustatives. Donc le propos que je tiens aujourd'hui, ça concerne les modalités sensorielles plutôt visuelles, tactiles et sonores. Pour ces modalités sensorielles et pour les produits autres que agroalimentaires et cosmétiques, il y a une nécessité de re-questionner ces outils méthodaux. Donc voilà, ça revient à tenir compte de cette formule que prenait Abraham Moll. Il faut réfléchir pour mesurer, non pas mesurer pour réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on a un instrument de mesure qu'on l'emploie pour mesurer n'importe quoi. Il faut réfléchir aussi à son objet de mesure et réfléchir à un niveau de précision par rapport à cet objet de mesure. Donc là, je vous livre en fait le schéma du processus qui permet d'arriver au profil sensoriel. Et donc c'est quasi philosophique, là, ce que je vais dire. C'est à partir de quand est-ce qu'on fait de l'évaluation sensorielle et qu'on la pratique si on n'atteint pas ce niveau de précision. De mon point de vue, en fait, en prenant le chemin pour y aller, c'est déjà en fait de l'évaluation sensorielle. C'est déjà un effort de construction. Et donc je vais montrer petit à petit qu'il est possible de commencer à évaluer sensoriellement sans forcément avoir un panel sensoriel surentraîné, ni des cabines. Donc là va s'annoncer une petite pause. On va faire une pause après 2 slides que je vais présenter. Soit pour prendre des questions, soit pour faire une pause technique. Et puis je reprendrai après et j'illustrerai avec quelques projets. Donc là déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et ce qui n'est
pas forcément toujours pris en compte au tout début dans les techniques d'évaluation sensorielle, c'est de remettre en fait une couche de relativité en montrant que si on prend l'exemple du toucher qui est relativement classique parce qu'on va pouvoir le faire en même temps tous ensemble, donc il faut avoir conscience que la manière dont on peut avoir conscience des modalités sensorielles en jeu est très importante. Et donc cette implication nous permet de faire déjà 4 types de distinctions. Donc un toucher neutre, c'est souvent un contact qui est non choisi, qui est imposé. C'est souvent lié à un contact prolongé. Et c'est souvent un contact qui est oublié. Donc par exemple, le matin, ou alors, voilà. Et à tout moment, ce contact de toucher neutre peut revenir à la conscience. Hein, donc nous sommes tous assis sur une chaise, un fauteuil, enfin une assise, avec les pieds reposant sur le sol. Et donc ce type de contact, on n'en a pas conscience, et c'est souvent imposé, c'est imposé par les lois de la gravité, c'est imposé par une posture, et ce contact, ce type de contact, maintenant qu'on en parle, eh bien, peut arriver à la conscience. Bon, il y a un autre type de toucher qui va être le toucher fonctionnel, qui est un contact qui est obligatoire parce qu'il est lié à une action. Hein, donc l'exemple à l'instant de l'interrupteur du déclenchement en fait, de l'ouverture de la porte de TGV, c'est le cas. Pour ouvrir, je suis obligé d'être en contact avec le mode d'ouverture. Un toucher informatif, donc c'est classiquement le médecin avec des palpations qui va tenter par le toucher de trouver des informations liées à certains organes qui ne peuvent pas être visibles immédiatement. Et puis j'en arrive au toucher sensoriel, où là, ce sont en pleine conscience et en pleine implication, entièrement centrés en fait sur l'expérience qui va se jouer, la maîtrise de gestes, de paramètres liés au geste, donc de pression, de vitesse lente, qui permettent d'avoir une attention et une concentration sur ce qu'on est en train de toucher. Donc là, il y a une relation touchant-touché, hein, une interaction qui se passe. Donc je prends l'exemple d'un objet en Aurilag. Hein, l'Aurilag, j'aurai l'occasion de montrer ce que pouvait être du design à la ferme à l'époque. Et donc c'est un toucher très très particulier qui va déclencher un geste auto-adaptatif. C'est pas un geste qui va être naturellement brutal. On va pas rencontrer brutalement en fait la surface. On va lentement faire atterrir les doigts qui vont se noyer dans la densité de poils. Hein. Donc l'Aurilag, c'est une recherche de l'INRA qui a duré 10 ans, qui vise à sauver le chinchilla qui, lui, est tué uniquement pour sa fourrure. Donc le chinchilla, c'est la variété d'animal qui possède la plus grande concentration de follicules au monde. 20 000 follicules au centimètre carré. Hein. Donc sachant que pour nous, humains, un poil, c'est un follicule. Pour le chinchilla, un poil, c'est déjà 200 follicules. Donc ça fait une concentration incroyable. Et le travail de l'INRA, ça a été de montrer qu'en fait, même si cette concentration de follicules donne un toucher exceptionnel, qui peut être même perçu comme trop, c'est trop doux. L'Aurilag, c'est une concentration aussi importante, mais beaucoup moins importante que le chinchilla. Mais ça permet aussi d'avoir des longueurs de fourrure maîtrisées et des couleurs maîtrisées. Donc j'expliquerai s'il y a des questions par la suite. Hein, donc là, c'est l'occasion aussi de montrer qu'en fait, la réponse sensorielle, c'est une gymnastique intellectuelle pour l'atteindre. La plupart du temps, la réponse liée à une perception humaine, c'est une réponse qui est globale, qui est souvent affective avant même d'être sensorielle, émotionnelle avant même d'être sensorielle. Donc quand dans ce qu'on appelle l'image sensorielle, donc dans la première construction de la représentation de cette fourrure se réalise, là on est déjà dans de l'affectif,
Et c'est par l'entraînement qu'on va pouvoir faire un effort pour caractériser cet état de surface. Donc là, je vais commencer à montrer, avant de m'interrompre, sur comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour progressivement aller vers la construction d'échelles de plus en plus précises, au bout desquelles on peut mettre des descripteurs. Donc des termes qui représentent valablement une sensation qui a été validée comme étant unidimensionnelle. Il n'y a qu'à ces seules conditions, hein. Il faut qu'une grandeur soit unidimensionnelle pour qu'on puisse imaginer de la mesurer. Donc là, schématiquement, j'illustre en fait ce que peut être une échelle qui va être dichotomisée donc par un seuil ici au milieu. On va couper, on va prendre l'aspect crissant et on va expliquer qu'en fait entre le crissant très faible et le crissant très fort, ben, on fait une première sous-catégorie ici et une deuxième sous-catégorie qui est séparée par un intervalle illustré par une référence. Voilà, pour l'instant, je reste à ce niveau-là d'information. Donc ça annonce la pause. C'est un travail qui a été fait où, avant de construire le profil sensoriel, alors j'appelle ça un profil sensoriel analogique, puisqu'on va retrouver un fonctionnement naturel de la perception humaine, à la fois relative et comparative, ce qu'on ne peut pas faire en fait en olfactif et gustatif. On travaille en fait par comparaison et bon, voilà, il n'y a pas d'autre moyen que de passer une petite vidéo. Donc là, il s'agissait d'un travail d'une doctorante qui était aux arts et métiers, qui a passé sa thèse en convention CIFRE avec Hermès. C'était la première thèse en 140 ans d'existence de la maison Hermès. Et pour cette maison, on a réalisé, on va dire, une espèce de qualification de tout ce qui faisait une espèce d'image de la marque, en caractérisant des échantillons pour savoir si les nouveaux matériaux qui devaient être mobilisés sur certaines familles d'objets pouvaient avoir leur place ou pas, et à quelles conditions il fallait les faire changer. Donc là, on ne disposait pas de cabine chez Hermès, donc on a simplement mesuré toutes les variables qu'on appelle exogènes à la mesure sensorielle. Et là, on fait du comparatif. Habituellement, en fait, on fait une présentation monadique, c'est-à-dire qu'en fait, on présente un échantillon à la fois. Là, on représente en fait ce que je vous montrais, une échelle qui se précise au fur et à mesure en fonction du nombre d'échantillons et de leurs différences. Il y a des différences d'intensité thermique qui va encourager en fait à faire des distinctions. Et tout ce qui est en colonne, c'est des échantillons qui sont proches ou qui sont identiques en termes d'intensité de chaleur. Est-ce que vous avez... Ce qui est en train de toucher Anne Béranger, c'est en fait ce qu'on peut appeler un nuancier sensoriel. Donc des échantillons qui font référence à une variation perceptible des aspects thermiques, et on peut le faire sur n'importe quelle grandeur sensorielle. Ok, donc là, c'est la pause. C'est la pause. D'accord, la pause question-réponse. Donc, alors, moi, j'ai quelques questions ou quelques remarques par rapport à ta première partie, pendant que les autres participants réfléchissent peut-être à des questions qu'ils pourront te poser. C'est vrai que ton exemple sur l'Orilag est Oui. une bonne synthèse, je trouve, de ce que tu as présenté avant. Et après, sur cette perception du toucher. Alors moi, pour l'avoir touché, cette peau de lapin, c'est assez incroyable. C'est vrai qu'une fois qu'on a mis la main dedans, on a du mal à lâcher cette sensation, à quitter cette sensation de douceur. Et j'avais une question par rapport à la présence d'un nombre important de follicules pour le chinchilla. Est-ce que ça, c'est aussi en lien avec ce que tu nous disais précédemment sur le fait qu'on a il y a une échelle de perception
qu'on arrive à analyser, à identifier avec avec nos capteurs. Et est-ce que du coup, le chinchilla, oui, c'est tellement doux qu'en fait, ce qui est en plus, la douceur, qui est une douceur qu'on ne peut pas percevoir, c'est ça? C'est Oui. aussi ce que ça veut dire? D'accord. Oui, c'est exactement ça, tu as raison. En fait, je suis passé trop vite. Il y a ce qu'on pourrait appeler un seuil qui correspond à un basculement. Et donc ce seuil, bah, il ne permet plus de percevoir de différence à partir d'un certain niveau. Et là, en l'occurrence, il n'y a plus vraiment de différence entre l'orilag et le chinchilla. Alors, les seules différences, ça va être lié à la longueur des follicules. Leur densité, en l'occurrence, ne va pas être perceptible comme étant plus important chez le chinchilla. D'accord. La couleur va être différente. Bon, c'est ce qui donne en fait une capacité à pouvoir maîtriser un éventail de choix. Le chinchilla, c'est essentiellement gris, avec quelques variations, et c'est de petite taille. D'accord. C'est plus petit que le lapin, que l'orilag, quoi. Oui. Ouais. L'orilag, oui, c'est le Rex aureliagus. C'est en fait une variété de lapin que l'INRA a voulu à la fois exceptionnel au niveau de sa qualité de viande et exceptionnel au niveau de sa qualité de fourrure. Et par croisement, donc ils ont mis 15 ans à obtenir ce type de fourrure, enfin d'animal. Et ils l'ont sorti en fait du marché classique pour éviter d'avoir affaire à une loi de marché qui, au bout d'un certain moment, pousserait à jouer un peu sur la qualité. Ils ont refusé de vendre la viande et ils ont fait participer des futurs utilisateurs de ce matériau, viande et fourrure, à leur effort de recherche, en prévendant une quantité qui reste toujours identique, quelle que soit en fait, quelle que soit l'année. Il n'y aura jamais plus alors je ne me souviens plus des chiffres. Donc ce ne sont que quelques chefs qui peuvent cuisiner cette viande, et ce ne sont que quelques fourreurs, que quelques maroquiniers, que quelques selliers qui peuvent utiliser cette fourrure. Et ce que tu disais aussi par rapport donc au sens qu'on met en action par rapport à l'orillac, tu disais il y a une sorte de préparation avant même qu'on touche, parce qu'on va approcher la matière avec une certaine vitesse et ça, c'est-à-dire qu'il y a une perception visuelle qui va entrer en jeu dans un premier temps, qui va nous donner déjà des informations sur la matière et savoir si c'est doux, si ça va être rêche, si ça va être. Oui. D'accord. Et donc ça, il y a Oui, bien ces deux temps. C'est ça. Souvent, à part le toucher aveugle, hein, c'est ce qu'on peut faire en tâtonnant, en allant chercher dans un sac, dans un endroit qui n'est pas éclairé, ou choisir de ne pas utiliser la vision. Dans la modalité sensorielle visuelle, l'évolution humaine a confié à la vue un rôle qui est d'identifier. On identifie ce qu'on est en train ce qu'on est en train de percevoir. Donc la préhistoire, l'homme préhistorique qui était capable d'identifier plus vite que les autres une proie ou plus vite que les autres un prédateur, dans un cas pouvait manger plus vite que les autres et dans l'autre pouvait se sauver un peu plus vite que les autres. Et donc au niveau visuel, on a été très très performants. Enfin, tous ceux qui sont restés vivants ont été de plus en plus performants. Et donc on a conservé ça dans nos traces de phylogénétique et on a ces performances qui sont de l'ordre du réflexe. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas pratiquer l'évaluation sensorielle sur les aspects de forme. Les aspects de forme sont liés ensuite très vite à des notions de silhouette et à une identification par catégorie de ces silhouettes, à quoi on a affaire. Et donc on catégorise et déjà là, en fait, on se représente. Alors, c'est l'image sensorielle, on appelle ça cette étape-là. C'est là où on commence à avoir conscience de ce qu'on perçoit. Et cette image sensorielle, eh bien, elle devient ascendante, c'est qu'en fait, elle va modifier ou elle va donner un certain nombre d'informations pour réaliser l'expérience sensorielle suivante avec une autre modalité éventuelle.
en visuel. On va se rapprocher parce qu'on est intéressé. On a cru reconnaître, on se rapproche, ou on s'éloigne, ça dépend. Et puis, si grâce à la vue, on pense reconnaître l'objet avec lequel on doit être en contact, et plus on s'approche. Donc, il y a ce phénomène auto-adaptatif du geste. Le premier contact, par exemple, lié à cette fourrure, eh bien, ça va être le moment où on va essayer de voir jusqu'où c'est profond. Et puis, on va essayer de se noyer dedans, et puis de caresser, enfin, de faire des parcours. Voilà, donc là, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité, à part le côté hédonique. Sur des aspects plus d'usage, de fonctions d'usage à remplir. Ça peut être des notions de précision, et là, le visuel et le tactile vont intervenir, et c'est souvent le sonore qui donne aussi des informations importantes, puisqu'en fait, on n'en a pas conscience, mais quand on touche, on crée des sons, des bruits de contact. Et parfois, on est simplement focalisé sur les aspects vibratoires, mais ça donne aussi des sons qu'on n'a pas vraiment appris à détecter, à étudier et à répertorier. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut passer. Enfin, il faut. Non, ça, c'est si on le veut, en fait. Hein. Mais les techniques d'évaluation sensorielle passent par de l'entraînement. On a cette échelle que je représente de 0 à 10 là, sur un profil sensoriel. Cette échelle, avec l'entraînement, elle va s'écarter et il va y avoir de plus en plus en fait d'intervalles qui vont exister. Et donc il va y avoir plusieurs phénomènes en jeu pour ça. Si je veux être hyper performant sur les aspects thermiques, par exemple, au niveau contact, eh ben, j'ai intérêt à aller chercher des échantillons les plus froids possibles, les plus chauds possibles, et puis qui vont illustrer toute la plage entre ce extrêmement chaud et extrêmement froid. Et puis je vais apprendre à les classer par ordre, et puis ensuite à les situer et à faire correspondre une distance, par exemple, avec une variation plus ou moins rapide entre deux échantillons. Là, on voit qu'à un moment donné, on va être ralenti par le fait qu'il n'existe aucun matériau qui puisse illustrer une certaine plage. Parfois, il n'existe pas de matériau. Donc, quand on a suffisamment de matériaux, c'est pas trop grave. On imagine de combler cet espace qui est trop important entre deux échantillons, et donc on se le représente. Parfois, ça peut être problématique. Et plus on s'entraîne, plus on va devenir précis pour discriminer les différences d'intensité pour une même grandeur sensorielle, et plus on va augmenter les seuils. Donc on va aller vers les infras et les ultras. On va aller vers un infra chaud, un infra froid et un ultra chaud. On va acquérir en fait une capacité à discriminer de plus en plus à la fois des différences et puis à augmenter la plage de perception possible. Donc ça, c'est des utilisateurs entraînés et qui Ouais. dire qu'il faut. On les appelle des panélistes sensoriels en fait. Okay. On a une question de l'entreprise Niali. Je vous laisse prendre la parole. Oui, merci, bonjour. Bonjour. J'avais une question qui est en partie liée à ce que vous venez de dire. Hein, on fait beaucoup de tests couleurs, nous, tests psychophysiques sur la couleur, à déterminer qualité, des choses de ce genre-là. Et sur l'expérimentation que vous avez montrée de la doctorante d'Hermès, on voyait qu'elle touchait tous les échantillons pour déterminer la chaleur ou plus ou moins froide du matériau. Est-ce qu'il y a, comme dans l'aspect visuel, au niveau du toucher, une espèce de neutre ou un temps d'adaptation? Par exemple, quand on teste deux couleurs de rouge, il est bien d'attendre un peu. C'est un peu comme quand on regarde le soleil. Il reste une tache, il reste un imprimé sur... il y a un temps d'adaptation qui permet de juger effectivement la différence à travers aussi un gris neutre, par exemple, hein, pour éviter d'avoir comme référence la dernière chose qu'on a touchée ou la dernière chose qu'on a regardée. Oui, c'est une question qui est fondamentale.
c'est que en fait, on n'est pas aussi avancé que ce qui existe sur les échelles psychométriques. On n'a pas cette capacité à pouvoir formuler des couleurs de manière aussi précise pour faire exister des variations avec des variations infinitésimales. Et donc, on n'a pas fait ce travail que Jacques Filassier, que d'autres ont réalisé de manière très expérimentale et très contrôlée pour pouvoir se caler. Mais, alors je vais répondre d'une certaine manière, de manière générale, il faut toujours commencer par s'entraîner. On peut pas se lancer dans une caractérisation d'échantillon sans avoir fait ce travail préalable. Donc souvent, ce qu'on appelle nous le nuancier, mais qui va vite devenir un référentiel, c'est-à-dire en fait on va prendre, là ce que faisait Anne Béranger, c'était de classer différents échantillons, et il y avait des composites soie, il y avait du bois, il y avait quelques échantillons de métal, et puis de la soie. Et puis de la laine aussi, je crois. Et donc là, on avait affaire à un référentiel. Donc dans le jargon, je vais l'expliquer après, dans notre jargon, en fait, un nuancier sensoriel, c'est une même famille de matériaux qui illustre une plage de variation. Donc par exemple, il est possible au niveau thermique d'illustrer des variations par rapport à des cuirs. Le référentiel, c'est ce qu'on veut, c'est donc ce que vous signalez, ce qu'on veut, c'est entraîner la personne, c'est disposer d'une référence qui illustre toute la plage possible de perception de différences thermiques. Et là, ce qu'on va utiliser, c'est n'importe quel échantillon, du moment qu'il illustre les effets de seuil et puis les grandes appartenances à ces intervalles différents. Donc ces intervalles, souvent, pour des raisons de facilité, on va, dans l'entraînement, apprendre à attribuer une note d'intensité pour pouvoir faire des manipulations voilà, mathématiques, ça paraît plus simple. Mais ça reste relatif. Hein, ça reste très relatif ce qu'on fait. C'est du relatif. On utilise le comparatif parce que, enfin, comme en couleur, on va pouvoir comparer en même temps et en simultané, hein, ce qu'on ne peut pas faire quand on déguste un café. On est obligé d'avoir une première goulée, puis si on veut comparer deux cafés entre eux, on est obligé de faire ce que vous signalez. On est obligé de revenir à un état médium, boire un peu d'eau, avaler un peu d'air, puis ensuite goûter le deuxième café. Et là, on fait intervenir une mémoire de travail avec le risque que pendant ce travail de mémoire, il y ait des images sensorielles qui interviennent. C'est le risque. Peut évoluer, c'est ça? Il y a une évolution qui peut aussi, parce qu'il y a un apprentissage. Ouais. Et du coup, d'accord, il y a ces... Okay. Oui, c'est assez fantastique parce qu'en fait, quand on commence à entraîner des personnes pour faire partie d'un panel sensoriel, c'est génial, c'est tellement nouveau que c'est incroyable. Donc tout le monde est surmotivé. Et puis après, il y a un côté fastidieux. Puis après, il y a un côté, si on s'interrompt un mois, il va falloir se réentraîner. Et donc c'est là où ça devient, c'est là où en fait on a une perte énorme. Hein, souvent en agroalimentaire, c'est l'essentiel du problème, c'est qu'on ne peut pas avoir les personnes qui sont entraînées toutes dans la même séance. L'Oréal, ils ont pris les choses autrement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'embauché chez L'Oréal, cette personne, elle doit des heures, a priori, elle doit des heures en évaluation sensorielle. Donc ça a été pris comme stratégique. Hein, on se doit d'être au service de l'évaluation sensorielle. C'est quelque chose qui ensuite va être soumis à des tests, et tout le monde n'est pas retenu, évidemment. C'est en fonction d'un certain nombre de facilités de performance, essentiellement de compréhension des questions qu'on pose. Et suivant les métiers, on n'accepte pas forcément de redevenir un apprenti en pensant qu'on maîtrise. On peut être expert produit et piètre panéliste sensoriel. On croit connaître le produit parce qu'on sait de quoi il est fait, on sait comment on l'a formulé, et du coup, on s'attend à avoir des effets et des sensations, et donc on n'est pas du tout à l'écoute
de notre appareil perceptif pour pouvoir réaliser ces ça biaise le résultat. Ça biaise le résultat. Voilà. Et un panel, ça veut dire que c'est combien de personnes, un panel idéal? Alors, dans les normes, on dit qu'il ne faut pas descendre en dessous de 12 personnes. Ah oui, ok. Dans la pratique, pour avoir 12 personnes, il faut au moins en entraîner 20. Et souvent, c'est des jeux de séances de rattrapage. Donc, le profil sensoriel de café que je vous ai montré, je mets de côté le temps qu'il faut pour obtenir les bons descripteurs. Je mets de côté l'entraînement, enfin la familiarisation, l'initiation aux techniques, puis l'entraînement, puis la qualification. Une fois que le panel est qualifié, on fait a priori confiance aux panélistes tout en vérifiant ce qu'ils nous racontent. Donc on va recommencer 3 fois la caractérisation. On fait 3 séances. On ne fait pas dans la même séance 3 fois la caractérisation, on va faire ça au cours de 3 séances. Et ce qu'on vérifie, c'est la dérive éventuelle. Ce qu'on veut obtenir, ce n'est pas forcément un consensus de l'ensemble du panel, ça c'est fini. Avant, c'est ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, ce n'est plus vraiment ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'un panéliste sensoriel qui a généré un premier profil pour tel échantillon, on veut qu'il génère exactement le même profil lors de la deuxième séance pour le même échantillon. Et enfin pour la troisième séance. On sait qu'il y a des différences interindividuelles. Donc on sait qu'en fait, biologiquement, enfin, pour un tas de raisons, pratiques, hobby, loisirs, enfin, il existe des variables entre les personnes et on ne peut pas imaginer d'entraîner faussement, puisque d'entraîner sur une espèce de moyenne à atteindre. Hein, donc on essayait de le faire et on y arrivait sur les modalités gustatives. On arrivait à ce que chacun se cale sur l'échelle structurée de 0 à 25. Mais là, c'est fini. Les praticiens ne font plus ça. Ils font plutôt confiance à cette idée que le panel sensoriel, il est plus intéressant qu'il soit représentatif d'une variation d'une population. Donc, je vais dire à peu près... je n'ai pas d'exemple qui me viennent là spontanément, mais il va y avoir des épaisseurs de peau différentes par classe d'âge, par profession, par données génétiques. Et donc ça va donner de toute façon des performances différentes. Mais si on pratique le bricolage, si on pratique la guitare sèche, si on pratique le piano de manière violente, on va développer en fait des durcissements de toucher de la pulpe des doigts qui vont être moins performants au niveau thermique, au niveau détection d'un relief, mais c'est représentatif d'une certaine catégorie de personnes. Donc voilà, on préfère en avoir dans notre panel plutôt que d'entraîner, sous prétexte qu'on a cet instrument de mesure à disposition, on serait tenté de l'utiliser classiquement sur des niveaux de précision tels qu'on va faire de la surqualité. On va générer des états de surface qui seront de toute façon tellement à des niveaux de détail que très peu de personnes pourraient le percevoir. Donc ça peut être dommage. Et est-ce qu'il existe, alors peut-être que n'hésitez pas à lever la main pour les personnes qui veulent prendre la parole, est-ce qu'il existe des sortes de formations niveau 0 qui permet au moins de mettre un mot sur une sensation à toucher? Je pense par exemple au métier du design, où souvent on va utiliser des mots peut-être, moi n'étant pas suffisamment expert au niveau du toucher, je vais utiliser des mots assez classiques. Je vais dire que c'est doux, c'est soft, c'est rêche. Mais est-ce qu'il n'y a pas des formations qui permettent justement d'aller toucher ces matériaux et de mettre des mots sur ces touchés de manière un peu plus précise et du coup d'avoir ce que tu nous expliques, cette échelle, peut-être même dans un premier temps grossière, sans être un expert et quelqu'un d'hyper entraîné, mais au moins d'avoir une formation basique, on va dire. Alors, il faut avant que je réponde, il faut que tu garantisses que cette question n'avait pas été préparée. Non, ça dit comme ça.
Non, mais parce que je vais faire de la pub sur un ouvrage qu'on a écrit avec Régine D'accord. Alors non, Charbet-Pello. tout seul. Et donc, je me suis servi en fait de toutes les démonstrations qu'on avait pu faire dans des secteurs très très différents, des petits agroaliments, enfin petits biens de consommation, petit électroménager, gros électroménager, euh, enfin, sur le cuir, sur le papier, sur le textile, pour l'automobile, pour les transports publics. Enfin, voilà, on a tellement réalisé de démonstrations qu'il était possible de réaliser une caractérisation et d'être représentatif de la perception des utilisateurs, des consommateurs, qu'on a eu une diversité de termes et on a compilé tout ça dans un dictionnaire qu'on a appelé le dictionnaire des mots du sensoriel. Mais plus pour calmer le jeu vis-à-vis des psycholinguistiques. Et en fait, ça c'est un peu le travers de toutes les recherches interdisciplinaires. C'est que là, on va utiliser le mot comme une espèce de tremplin plus facile pour arriver à un résultat. Et donc, le mot, pour les psycholinguistes, c'est un objet de recherche. Donc, en fait, c'est insupportable pour eux qu'on l'utilise comme un outil. Donc, il y a des tentatives, par exemple. Donc, bon, voilà, je vais dire les choses autrement. Un mot qui a subi un protocole de validation et à côté duquel on a le droit de mettre une échelle d'intensité, ça s'appelle descripteur, un descripteur sensoriel. Le descripteur sensoriel, il n'a de sens, donc c'est pas tellement le mot qui va compter, c'est un ensemble. C'est à la fois le mot, il est pratique parce que sémantiquement, il va renvoyer à une image, à une représentation, à un concept, parfois même à des images sensorielles. Mais ce mot, on va le définir. Et sa définition vise justement à ce qu'il n'y ait aucune interprétation sur le mot. Donc c'est l'inverse du langage. On utilise les mots dans des phrases avec donc une manière une tonalité, une manière d'appuyer sur certains mots. Là, on va en faire quelque chose d'assez froid pour décrire. Le descripteur, ça décrit, mais il est associé à une définition donc qui vise à forcer sa représentation, donc son sens. Il ne peut pas y avoir d'interprétation sémantique, le sens va être donné, et ensuite on va y associer le protocole qui permet de l'explorer pour savoir s'il existe ou pas dans l'expérience de perception qu'on va réaliser avec un échantillon. Donc voilà, c'est très descriptif, et le descripteur il est indissociable de ces autres notions. Le mot en lui-même, une fois qu'on a la définition et le protocole du geste associé, on peut s'amuser, et on l'a fait, on peut s'amuser à supprimer le mot. Hein, on va l'appeler X59, et tout le monde saura que X59, c'est la définition du dur, et que c'est un geste qui est perpendiculaire à la surface, et qu'il faut... Voilà, donc on peut s'amuser à faire ça. Donc c'est pas tellement le mot qui compte, c'est l'ensemble de la configuration qui permet de garantir que la représentation sera identique parmi tous les membres d'un panel sensoriel. Je comprends bien, il y a une complexité Voilà. derrière. Et comme ça reste expérimental, on a regardé s'il fallait aussi imposer le geste. Donc ça, on l'a fait dans une thèse avec Saint-Gobain Emballage, où on a laissé libre on a pris des panels différents parce que c'était c'était très exploratoire. Donc sur des emballages verts, grande contenance, petite contenance, on a laissé les gestes libres pour voir s'il y avait une importance et s'il y avait une différence d'intensité. Une fois le panel entraîné, on avait contraint un panel à faire des gestes particuliers qui étaient appris, et puis on laissait des gestes à l'interprétation individuelle de chaque membre du panel qui commençait à s'entraîner. Voilà. Et c'était sur l'aspect accrochant. Donc, je n'ai pas les vidéos sous la main, là, il faudrait les retrouver, mais voilà, on a une diversité de gestes. Et dans les profils sensoriels recueillis, il n'y a pas de différence notoire. Donc, voilà. Bon, là, il n'y a pas de normes hein, là-dessus. Les normes ne disent rien sur ces pratiques-là. C'est pas normalisé. On a une question de Mialia à nouveau.
Esmiali. Et merci, désolé de troster. J'ai une question sur un référentiel aussi. Toujours le toucher, hein, sur l'aspect physique d'une surface, hein, sa rugosité, etc., le fait qu'il soit mou ou ça. Est-ce qu'il y a un référentiel physique à ce niveau-là entre le toucher et cette physique de surface, hein, cet aspect de surface, par exemple, plus c'est rugueux, plus c'est, enfin, du coup, on revient au mot rêche ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a il existe une norme de ce type-là, un référentiel dans lequel on peut dire, bah, si je fais évoluer la surface, la texture de surface vers ce niveau-là, je vais avoir quelque chose de plus ou moins doux, voilà. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il est possible du coup de dire, et si, enfin, s'il y a un référentiel, est-ce qu'on peut dire bah, la possibilité offerte par ce type de procédé sera dans ce gamut-là, dans cette gamme de toucher. Enfin, c'est pareil, c'est ce qu'on fait en couleur aussi, je ne sais pas si ça Oui. existe sur le toucher. Oui. Non, enfin, à ma connaissance, non. Là, encore une fois, c'est quelque chose de très jeune. Et on a plutôt affaire justement, à de la mécanique. Enfin, donc, toutes les sciences des matériaux, toutes les sciences mécaniques, toutes les sciences physiques ont tendance à dire c'est un peu vain ce qu'on est en train de faire, puisque en fait, on sait. On sait mesurer la dureté, on sait mesurer la rugosité. En tribaux, on sait. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Et ce qu'on va démontrer, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on le mesure physiquement qu'on le perçoit de la même façon. Bon, ça, en couleur, ça, on le sait. On sait mesurer des longueurs d'onde, mais il n'y a pas forcément de correspondance avec les sensations colorées. C'est plus difficile quand on a affaire à de la physique, donc il n'y a pas de corrélation. Découvrir des lois, ça se fait par des approches expérimentales. Donc, par exemple, on a eu à travailler sur les aspects, sur une famille de matériaux qui sont les matériaux d'origine naturelle végétale, les bois, donc dans leur diversité. Donc des variétés de bois et des parties de troncs différents et de racines différentes. Bon, et puis on s'est aperçu en donnant comme consigne de faire un classement de clarté, donc du plus clair au plus foncé, puis ensuite un classement thermique, puis ensuite un classement de dureté. On s'est aperçu d'une parfaite corrélation. En fait, les bois clairs sont les plus légers, les moins denses, les plus chauds, et les moins sonores, les plus absorbants. Bon. Et puis les bois les plus foncés sont les plus froids, les plus durs et les plus sonores. Bon, voilà. Donc, mais c'est en expérimentant. Et alors, on aurait pu le faire en faisant une analyse précise de la constitution des bois, faire de l'imagerie. Enfin bon, je vais. Voilà, on aurait pu le faire. Maintenant, on sait expliquer pourquoi. Faire varier en fait une sensation, c'est quelque chose qui est génial. Hein. C'est effectivement, on va être obligé de passer par des échantillons matériels et puis tenter. Donc là, c'est une démarche qui reste sous forme d'hypothèse. On fait l'hypothèse qu'effectivement, en faisant varier. Alors, si je fais de la tribo, là, relief, on peut avoir beaucoup de relief, mais si dans une configuration de plateau, donc le sommet de tous les petits monts, on les rase et on les met à niveau, on peut avoir une sensation de lisse si on effleure la surface. Si on appuie plus, bah, la peau va en se déformant être arrêtée par tous les petites vallées et là il va y avoir de l'accrochant. Bon, mais ce que je viens de décrire, c'est ce qui existe avec une vitre par exemple. Une vitre, elle paraît lisse, elle semble a priori pas du tout accrochante, mais on va pouvoir accrocher quand même en maîtrisant quelques paramètres liés au contact. Donc je peux dire les choses autrement. On est parti sur les sensations, on est parti sur les mots, sur les descriptions des sensations. Si on reste sur les aspects tactiles, mais ça va être plutôt somesthésique, hein, parce que
il va falloir mettre du geste et un peu de paramètres liés à l'espace. On va faire 3 grandes catégories de gestes. Donc, des gestes qui sont liés à un contact. Donc, sans mouvement, on est juste en contact avec un état de surface. Les gestes qui sont liés à une translation. Et puis, les gestes qui sont liés à un toucher, donc un toucher tangentiel et un toucher perpendiculaire. Voilà. On a 3 grandes familles de gestes. Mais on voit qu'en fait, on est capable de maîtriser dans l'espace avec notre, enfin, tout ce qui va nous permettre d'être en contact, pas forcément la main, les doigts. Voilà, on a plein d'éléments du corps mobile qui peuvent rentrer en contact avec un élément de matière. Et cette interaction-là, on est capable, on est capable d'avoir des vitesses alors très lentes et puis des vitesses ultra rapides. Et on est capable d'avoir des pressions très faibles et très fortes, enfin, de l'ordre de plusieurs dizaines de kilos au centimètre carré. Enfin, voilà, on va pouvoir solliciter l'échantillon dans des plages de variations gigantesques. Euh, donc c'est comme si on avait un instrument de mesure avec des capteurs au bout d'un instrument qui est lui-même avec des paramètres qui peuvent varier. Donc c'est assez génial. Et qui donne des réponses. Donc on peut avoir ces réponses sensorielles en même temps. Et comme on travaille avec de l'humain, on peut aussi avoir... Enfin non, je m'arrête là, parce que sinon ça va être trop long, mais voilà, c'est... En fait, je comprends qu'il n'y a pas de modèle perceptuel comme on peut l'avoir pour la vision, on peut simuler un modèle humain, parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres sur le toucher entre la physique des doigts et la physique oui. de la surface. Voilà, c'est trop Oui. complexe. C'est pas si complexe que ça, c'est que c'est très compliqué, parce qu'il faudrait mettre autour de la table d'autres disciplines, enfin beaucoup de disciplines scientifiques. Les disciplines qui sont intéressées à la perception, ça va de la philosophie aux sciences du vivant, aux sciences cognitives maintenant. Avant, les sciences cognitives ne s'intéressaient pas du tout à l'aspect de perception. C'est plutôt des fonctions nobles, de raisonnement. Donc là, c'est revenu, alors qu'il y avait eu des premières études plutôt dans les années 70. Là, ça revient en force. On va avoir toutes les sciences humaines et sociales, et puis on a les sciences expérimentales, en psycho-expérimental, en psychophysio, et on a les utilisateurs de ces connaissances, donc type design, ingénierie, qui s'en emparent pour pouvoir manipuler ces concepts pour faire. Sciences des matériaux, on s'empare des connaissances matériaux pour maîtriser un matériau pour ce qu'il est, et l'utilisateur de matériaux, lui, ce qui l'intéresse, c'est le matériau pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il donne en interaction. Et rien que là, en fait, entre les sciences des matériaux et les sciences, on va dire, liées au sensoriel, il y a un petit fossé, donc il va falloir le combler. Et une fois qu'on sera capable de discuter, donc de ne plus jargonner dans chacun notre discipline, de se comprendre, on peut entamer quelque chose de pertinent, justement, pour essayer d'explorer une fois pour toutes quelques grands fonctionnements, mécanismes qui permettent de décrire et d'avoir des leviers disponibles pour justement jouer sur ces paramètres. Okay. Et Jean-François, donc je ne sais pas si après, tu as encore dans ta présentation, il te faut combien de temps? Ça peut être 5 minutes ou 5 heures. Non. Parce que non, mais j'ai une dizaine de slides là. Ok. Parce que ça me faisait penser, je réagis par rapport à tout ce que tu dis, et par rapport effectivement au fait qu'au niveau des couleurs, on est très très avancé. Effectivement, il y a des nuanciers qui existent avec des références couleurs, etc. Donc ça, c'est des outils que nous, en tant que designers, on utilise tous les jours. Il existe aussi ce type d'outils pour voir si c'est brillant, mat, voilà, pour avoir des effets comme ça, mais toujours visuels. Est-ce qu'il existe, un peu comme pour les livres pour enfants, où on tourne les pages et puis on peut déjà toucher différentes matières, ça va être collant, ça va être rêche, etc. Est-ce qu'il y a des nuanciers physiques quand même qui existent et qui donnent quand même des grandes valeurs comme ça, où on peut vraiment toucher ces matières. Et pour des gens comme
des entreprises comme Ignali pour pouvoir avoir une référence. Ils peuvent se dire, ce qu'on va réaliser, fabriquer, et on va se rapprocher de quelque chose de très rugueux sur cette référence-là, et on va avoir quelque chose de beaucoup plus soft. Et du coup, parce que eux, un des enjeux, j'imagine, c'est aussi de pouvoir proposer à leurs clients des matériaux et dire, là, vous voulez un rendu soft, ok, on a du soft plus ou on a du soft moins, vous préférez lequel. Voilà. Est-ce que ces choses-là existent ou n'existent pas? C'est à construire. Et est-ce que c'est à construire avec une expertise derrière qui pourrait être celle de la tienne, par exemple? Même cas de figure que pour le dictionnaire des modules sensoriels. Oui, ça existe et nous l'avons fait. Donc, cette question n'était pas préparée. Ce que vous avez vu en vidéo, ça donnait donc justement les clés pour pouvoir se construire un nuancier ou un référentiel. Donc, dans le cas d'Hermès, ça restait à l'échelle d'Hermès. Il n'était pas question de le partager. Ce qu'ils voulaient montrer, c'est que leur qualité de cuir était exceptionnelle par rapport à toutes les autres maisons qui revendiquaient voilà, l'idée de maîtriser cette matière. Donc, ils s'en sont servis en interne pour faire de la formation, pour montrer les différences qui pouvaient exister entre certaines collections, certaines maisons, certaines provenances, certains âges d'animaux. Bon. Le premier nuancier que j'ai fait, enfin, le premier référentiel que j'ai fait, c'était pour Renault. Donc un ancien étudiant qui était embauché chez Renault et qui m'a demandé d'intervenir. Donc on a fait un nuance. Donc Renault à l'époque c'était quand même très ouvert en termes de fournisseurs de matières, surtout sur l'intérieur. C'était l'époque où on essayait de se dégager du tout plastique, donc on essayait de trouver beaucoup de différences. On sortait en fait des volants quasi uniques dans les procédés, qui donnaient très peu de différences. Donc on a fait, enfin moi j'ai fait pour Renault un référentiel qu'ensuite Renault a vendu sous le nom Sensotact en associant, enfin c'est exactement ce que je décrivais, hein, un terme, la définition, le protocole, et associer les échantillons qui correspondaient à une variation. Alors, sauf que c'était Renault en tant que client, et donc du coup, les fournisseurs se sont sentis tous obligés de l'acheter. Là, je parle sans... je ne sais pas s'il y a des gens de chez Renault, mais voilà, il y a prescription, c'était le siècle dernier, c'était du tâtonnement. Donc, il y a eu un effet très pervers, c'est qu'en fait, il a été beaucoup acheté pour être mis dans un tiroir. C'est-à-dire, en fait, dans un jeu client-fournisseur, le fournisseur dit, bon, déjà, on est suffisamment contraint comme ça. Si en plus, on va nous mettre du sensoriel et du truc, et puis qu'il faut sortir le machin pour que ça corresponde au toucher dur 5 et accrochant 28, ça va. Hein, donc nous, on va essayer de dépasser tout ça. Et donc, toute l'astuce, c'est d'essayer de rendre évolutif ne pas faire croire que tout ce qui a été fait est universel, général et quelque chose de bloqué, enfin, dans le marbre. C'est qu'en fait, plus on s'entraîne, plus on va ressentir le besoin d'exprimer des seuils différents. Et donc, il faut rendre souple cette notion. Donc, on a fait un Senso Tool, on a fait ce travail-là, en fait, dans le cadre de RCP. On a fait un travail qui vise à par grand secteur, identifier les variations possibles. Et là, souvent, on vient titiller les procédés parce qu'on n'arrive pas à exprimer exactement toutes les variations qu'on pourrait percevoir. Donc, on est obligé de combiner des procédés, donc on a fait ça sous forme de papier, enfin, essentiellement sous forme de feuilles, de films, voilà, pour les vernis. Là où c'est possible, quand on a la main et qu'on se rapproche d'une formulation qu'on peut faire en quelques minutes, c'est intéressant. Un imprimeur, un fournisseur de peinture, un fournisseur de vernis, il va pouvoir jouer sur des nuanciers, enfin qu'ils ont déjà au niveau visuel, mais on peut le faire au niveau tactile. Voilà. Donc oui, ça existe. C'est souvent des commandes et nous, on a fait ce travail de le faire
pour illustrer en fait ce que pouvait être un référentiel sensoriel, mais en le rendant agile, souple dans son utilisation. Et spécifique à un secteur industriel et à des process. Voilà. Ben, alors oui, nous, c'est ça. Enfin, il faut raisonner comme ça. On ne peut pas imaginer de faire un référentiel qui soit valable pour tout. C'est pas possible. Quand on fabrique des stylos et qu'on fabrique des meubles de cuisine, on ne peut pas avoir le même référentiel, c'est pas possible. Enfin, même référentiel sensoriel. Très bien. Merci Jean-François. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pardon. Je demande, voilà, s'il y a d'autres questions, et sinon, ben, on te laisse dérouler la présentation. Oui, donc je revenais sur l'histoire de la métrologie. En fait, pendant très longtemps, il ne s'agissait pas de mesurer pour mesurer, mais de mesurer dans le cadre d'un projet souvent très ambitieux au niveau esthétique. Et donc la précision, elle était plus là pour garantir des rapports harmonieux, et souvent la mesure était l'endroit où on pouvait aussi partager via un langage. Donc là, j'ai mis quelques exemples à la volée, et peut-être ce qui est moins connu, c'est le chant des odeurs que vous voyez ici, qui reprend l'orgue à parfum, et Jean-Noël Jobert, directeur de recherche. Par contre, on ne voit pas ton écran. Ah mince! C'est pour ça, je pensais que tu étais dans l'échange encore. Ah oui. Bah oui, oui, attends, alors je reviens en arrière. Je vais refaire ma manip. Je dis dès que c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, on y est. Voilà, pardon alors. Alors je me suis emballé là sur le fait que la mesure dans l'histoire, la mesure, bah, elle était à la fois, ce que je n'ai pas dit, relative à l'humain. C'était toujours en rapport avec l'humain. Donc, par exemple, les instruments de mesure qu'on appelle le couinet, qui était utilisé par l'architecte, par le tailleur de pierre, bah, ça correspondait en fait à des dimensions humaines. Alors des dimensions humaines qui étaient aussi symboliques. C'est que le pied, le pied royal était évidemment beaucoup plus grand que le pied de telle ou telle région. Mais ce qui assurait en fait des proportions. Donc si on commence à mesurer avec des outils contemporains des ouvrages religieux, on ne va pas comprendre en fait toutes ces différences. Alors qu'en fait, elles sont toutes sous le même rapport. Elles font toutes le même nombre de pieds, c'est juste le pied qui change en dimension. Donc les proportions sont toujours les mêmes, avec quelques variations. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, on illustre ce que doit être. La cathédrale, c'est un véhicule spirituel, et dans la Bible, c'est défini, le cahier des charges, il est clair. Il doit être aux dimensions paradisiaques, donc en fait, ça correspond en fait à des éléments très nets en mesure, sauf qu'en fait, on va le réaliser avec un instrument qui peut varier. Donc le nombre sera toujours le même, mais là, ça peut varier. Donc c'est pour ça qu'il y a des cathédrales royales et puis des cathédrales qui ne le sont pas. Et ici, c'était une manière de classer les différentes familles d'odeurs en leur attribuant en fait des catégories. Donc ça, c'est le travail de Jean-Noël Jobert. Et puis, bah voilà, pouvoir solfier des sonorités, pouvoir représenter des variations dans l'objectif de maîtriser et d'en faire un outil de conception, de création, de composition. Voilà, vous avez compris le principe. Et donc, bah, on continue sur les aspects tactiles. C'est exactement... on doit tendre, enfin, en tout cas, si c'est le designer qui s'empare de ces outils, il y a cette dimension-là aussi à prendre en compte, et ça tombe bien, puisque les instruments de mesure le permettent. Donc, vous voyez, progressivement, au départ, quand on n'est pas très entraîné, bah, on est capable peut-être de discriminer simplement deux sous-catégories sur
un descripteur avec sa définition associée, et puis par l'entraînement, et puis par la constitution d'échantillons, l'augmentation de ce qu'on appelle l'espace produit, donc en fait tout ce qui existe dans une même famille d'objets. Donc je prenais l'exemple du café, tous les cafés les plus différents possibles, y compris des cafés qu'on va fabriquer pour illustrer des variations, ça va permettre de s'entraîner et d'arriver en fait à une notion ici de plus en plus précise qu'on va faire correspondre à une échelle. Voilà. Et cette échelle, on peut la structurer. Alors, de manière plus ou moins arbitraire, on peut en faire une échelle structurée en disant que tous les intervalles sont identiques et que chaque intervalle correspond à une note. Donc on passe par des phases et par des niveaux, et je vais là vous montrer un formalisme possible. Donc vous allez vite comprendre. On peut prendre tous les accoudoirs qui existent dans les transports publics, les caractériser sensoriellement, donc identifier les descripteurs, avoir un panel, les caractériser sensoriellement par rapport à des postures différentes, des actions qu'on fait dans le train, dans les transports, dans les métros, trams, etc. Enfin, tram, il n'y a pas tellement beaucoup d'accoudoirs. Et puis ensuite, au moment du démarrage d'un nouveau projet, nous, on peut indiquer des endroits où il ne faut surtout pas aller. On ne veut pas être sur du très chaud ni du très froid. Enfin, pardon, on ne veut pas être sur du très chaud, mais on accepte le très froid parce qu'on suppose qu'il y aura des couches vestimentaires, donc ça va. Sur l'accrochant, donc c'est codifié. Ce qu'on ne veut pas, on le met en orangé. Là où on n'a pas d'idée, on le met en blanc, on le laisse en blanc. Et puis là où on souhaiterait, on le met en bleu. Voilà. Donc là, on indique les expériences sensorielles possibles futures des utilisateurs du siège qui possèdent ces accoudoirs, sans aller déjà vers l'identification d'un matériau. Enfin, souvent, c'est un complexe de matière, une forme. On est à un stade où on commence des spécifications, on commence le projet, et puis on indique, nous, de notre point de vue de designer sensoriel, là où il faudrait aller, et là où on peut discuter. Là où on peut... Alors, après, ça peut s'expliquer de manière stratégique. On peut dire, voilà, les concurrents directs ont des accoudoirs qui ont ce profil sensoriel-là, et on veut absolument s'en différencier sur tel et tel point. Ça peut se justifier sur des stratégies, ça peut venir appuyer ou contredire ou contrebalancer des études d'usage, marketing, des observations, des expériences personnelles. Souvent, quand c'est subjectif, quand ça se rapporte à un sujet, à une personne, chaque individu, alors surtout quand il y a une notion de hiérarchie avec des niveaux de décision dans un projet, celui qui décide, il dit moi je suis aussi capable que l'autre, et moi c'est mon expérience qui va prédominer, et moi j'aime pas les accoudoirs comme ça, donc il n'y en aura pas. Voilà. Donc là, pour contrebalancer cet avis-là, on va pouvoir s'appuyer sur des études, sur montrer que c'est quelque chose qui devient objectivable. Donc on peut en faire un objet de discussion. C'est pas parce que ça relève du sujet et de sa perception qu'on ne peut pas en faire un objet de dialogue, de discussion et de conception, et d'ajustement, et d'innovation et de création. Donc je prends un exemple d'interrupteur parce que j'ai laissé un petit texte qui reprend en long, en large, à travers tous les outils que le designer sensoriel pourrait avoir à sa disposition, qui représentent la perception de futurs consommateurs utilisateurs. Là, je me suis amusé en fait à faire cet exercice sur un interrupteur. Donc l'interrupteur, voilà, j'ai repris le profil sensoriel idéal. Donc on n'a pas encore commencé à réfléchir à l'interrupteur, mais le nouvel interrupteur, pour des raisons justement de nouveauté, pour des raisons de confort, pour des raisons, pour tout un tas de raisons, voilà le profil les plages dans lesquelles on aimerait se situer. Et puis de l'autre côté, en diagramme des causes-effets, j'ai situé en fait les enchaînements qui peuvent exister dans une configuration classique visuelle puis tactile, puis gestuelle, avec un contact à un moment donné.
Donc, les interactions, elles vont être liées à un matériau qui est mis en forme, dans une certaine forme avec certaines épaisseurs, des assemblages, une cinématique souvent, des ajustements, et puis là, c'est un interrupteur avec avalage, donc il y a un effet de bascule où on fait un effort, et puis à partir d'un certain moment, c'est l'interrupteur qui entraîne le doigt sur une autre position. Bon, voilà, il y a plein de modalités sensorielles qui rentrent en jeu, et notamment les aspects sonores avec un clic. Donc le titre de l'article, c'est clang et clic. Hein, le clang, c'est la sonorité qu'on ne veut pas avoir sur l'interrupteur. Et ça, c'est montrer aussi que souvent, une addition d'approximation, une addition de non prise en compte de toutes ces notions-là, aboutissent à un effet qui est dévastateur au niveau de l'image. Ça peut être rédhibitoire d'entendre un clang sur un interrupteur qui est vendu une certaine somme, qui est... voilà, c'est le signe de tout un tas d'approximations qui ont été faites et souvent de non prise en compte de ce que sera le vieillissement de cet interrupteur. S'il fait déjà clang quand je le manipule alors que je ne l'ai pas encore installé, voilà, ça va être terrible quand il aura 10 ans de vie. Donc voilà, ça c'est une chaîne cause-effet, sachant qu'il y a des effets d'effets. Il y a des effets qui produisent des causes. Hein, donc c'était typiquement ce qu'on abordait avec l'Orilag. Il y a des effets visuels qui vont introduire des gestes. Donc ces gestes vont causer un effet tactile. Donc vous voyez, c'est une espèce de mise en schéma et en ordre potentiellement d'une chronologie. Donc ça, c'est juste pour le signaler, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à chaque fois, qu'il faut prendre... C'était juste une manière un peu humoristique de montrer que même sur un tout petit objet, on peut déployer beaucoup de connaissances et puis prendre ces connaissances comme des éléments de conception et des leviers pour arriver à une création nouvelle. Donc je reviens sur le nuancier. Bah, c'est ce que je disais, hein. En fait, on fait un nuancier souvent par rapport à une entreprise, par rapport à un secteur. Et ce nuancier, parfois, il est là pour pallier des manques. Donc, ça arrive très souvent qu'il y ait des matériaux qui deviennent chers, qui deviennent rares, qui sont précieux et qui deviennent de plus en plus précieux, donc, ou qui disparaissent, ou qui sont interdits. Et on n'avait pas pris les précautions, en fait, d'anticiper tout ça. Et on dit, mince, en fait, ce qu'on adorait, c'était ce toucher-là particulier, cette sensation qu'on avait si spécifique. Et donc, cette singularité, ben, on va vouloir la contre-typer. Et pour contre-typer, il nous faut un nuancier. Il faut un nuancier. Alors là, bon, pas de panique. C'est pas comme le contre-type couleur. Le plus souvent, en voulant copier une matière qui va disparaître très vite, avec le nuancier, on a une quinzaine de dimensions disponibles. On a de telles variations qu'en fait, comme on ne va pas trouver tout de suite le contre-type exact, on va faire exister des échantillons qui vont eux-mêmes, parce qu'ils sont nouveaux, susciter l'intérêt. Et si on les compare en faisant un petit benchmark rapide, on peut garantir que c'est effectivement nouveau. Et puis souvent, c'est le moment où on dit, tiens, dans notre catalogue, on va rajouter ça. Finalement, on cherchait à contre-typer quelque chose qui existait, puis on a 3 nouveaux échantillons là qui vont nous faire 3 finitions géniales. Donc on les met à notre catalogue. Donc là, je raconte quelque chose qui a existé vraiment. C'était pour Saint-Gobain Emballage. Donc dans la démonstration de à quoi ça peut servir l'évaluation sensorielle dans une industrie verrière avec du parachèvement, ça c'est les dernières étapes de finition d'un verre en forme. Donc dans ces techniques de parachèvement, il y avait un aspect givré. L'aspect givré, c'est ce qu'on voit sur les bouteilles de bière, donc certaines marques, où ça donne l'illusion d'une condensation. Certains alcools frais, justement, consommés frais. On va reproduire sur la bouteille un aspect, voilà, un aspect givré. Ça, c'est le terme du catalogue Saint-Gobain Emballage à l'époque. Et puis, ce procédé, il est lié à un trempage d'acide en acide. Donc, en fait, voilà, c'est pas sympa à respirer.
Donc les normes européennes ne veulent plus avoir sur le territoire européen ce type de procédé, trop compliqué. Donc il faut contre-typer. Et donc on tente, on caractérise cet aspect givré, et puis on va proposer des procédés. Et ces procédés vont, donc ça va donner des termes qui aujourd'hui sont vendus sous la dénomination Sati-Quartz, Sati-Coat et New Sati-Coat. Voilà, c'est trois finitions qui voulaient contre-typer l'aspect givré. Et dans le chemin du contre-type, on a mis en avant, avec des procédés mécaniques, voilà, bombardement de poudre d'émail passé au four, plus ou moins brossé mécaniquement. On a obtenu des états de surface qui semblaient intéressants pour le marketing qui était là, qui était partie prenante dans la discussion. Et nous, en fait, on a fait un travail qui garantissait que pour une fois, le plastique ne pourrait pas copier cette finition. Ils en avaient un peu marre d'avoir toujours du terrain lâché et grignoté par l'emballage plastique. Et donc, en faisant exister des finitions qui devenaient spécifiques au verre, ça leur permettait aussi de consolider ce marché pour la bière. Donc la construction, quand on construit un nuancier sensoriel, souvent on ressent le besoin de construire un référentiel sensoriel. Donc voilà, il nous faut identifier les grandeurs sensorielles, les valider, et puis recueillir les échantillons qui viennent illustrer les plages de variation. Maintenant, vous voyez ce que c'est. Et une fois qu'on a un référentiel sensoriel, vous imaginez bien qu'on peut faire du comparatif avec de la perception immédiate, donc exactement comme un nuancier couleur, où on va essayer de se rapprocher d'une couleur existante en allant jouer et en faisant varier des angles, voilà, des éclairages, etc. Bon, je vais terminer avec quelques exemples où là, on va partir sur des éléments qui s'éloignent des aspects métrologiques classiques liés aux sensations. Donc, pour une manufacture de 360 ans, j'ai réalisé, en fait, avec un doctorant des Arts Déco, un petit objet sur mesure, exceptionnel, uniquement fait avec des déchets. Donc cette manufacture, elle utilise des techniques classiques en tissage jacquard dans l'ameublement. Donc il lui reste des fins de rouleau. Donc on a utilisé un fin de rouleau que vous voyez là. Donc fil d'or et fil de soie. Et puis on a matelassé, et le matelassage, il se fait par un feutre qui est constitué par les fils de chaîne de soie des métiers à tisser. Donc ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas utiliser normalement. Donc là, on les a feutrés mécaniquement par voie sèche. Et on en a profité pour travailler avec les cheveux coupés du propriétaire du cheval et le crin du cheval. Donc on a fait un feutre composite on a fait une petite abrasion comme ça en les mélangeant intimement. Donc ce doctorant, Antonin Mongin, il travaille sur un artisanat du cheveu coupé qui existait jusqu'à la fin du 19e, puis qui a été oublié, qui a disparu pour des raisons essentiellement culturelles, sociologiques. C'était un art plutôt funéraire. Et lui, en retravaillant ce déchet, ces cheveux coupés, il positionne ces objets comme objets rituels dans la vie humaine. Les cheveux de naissance, les cheveux d'ado, je fais ce que je veux avec mes cheveux, des cheveux de fiançailles, des cheveux familiales, des cheveux de liens d'amitié, voilà, donc il fait exister des objets à travers des techniques textiles qui revisitent. Donc on a réalisé, voilà, je vous ai raconté cette histoire, donc elle est vraie, hein, cette histoire, c'est effectivement comme ça qu'on a fait cet objet. Cet objet, il a donné lieu, il a été sélectionné pour représenter l'Indre-et-Loire à l'exposition du Fabriqué en France, voulu par Brigitte Macron. Mais c'est le moment pour moi de vous montrer qu'en fait, les sensations ouvrent la porte à ce qu'on peut appeler donc, des qualités sensorielles, mais aussi des notions de valeur et d'effet. Donc les valeurs ne peuvent pas se mesurer comme les sensations, et les effets non plus. Hein, donc souvent, on a affaire
Quand on a affaire à un matériau, on a affaire à des mesures instrumentales. Donc, on mesure les propriétés du matériau. Ça, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant par rapport à la perception humaine. Donc, vous l'avez vu, je ne vais pas revenir dessus. Il est possible de mesurer aussi les qualités sensorielles sur les aspects de sensation. Il est possible aussi d'évaluer les valeurs qui y sont associées. Donc voilà, là on a un tableau qui récapitule tout ça. Qualité sensorielle, valeur, effet perçu. L'effet, il va se constater. Il est fortement dépendant de son contexte et du secteur dans lequel on est et de la personne. La valeur, elle est plus indépendante, mais il n'y a pas de référentiel et il n'y a pas de nuancier. Donc si je schématise ça autrement, le matériau mis en forme ou pas, il se mesure de manière instrumentale. Dès qu'il est en contact avec une personne qui le perçoit dans un contexte donné, ça produit des sensations, mais également des valeurs et des effets perçus. Les valeurs, ça nécessite de s'acculturer en fait à l'objet et au matériau. Je vous en liste un certain nombre. Je prends par exemple les valeurs d'origine, c'est ce que je viens de faire. J'ai pris, pour décrire le feutre, j'ai pris en fait les notions de valeur d'origine. J'ai pas été très loin, j'ai pas donné la couleur du cheveu du propriétaire, son âge, s'il avait les cheveux longs, en l'occurrence il avait les cheveux longs, mais voilà, j'ai pas été jusqu'à donner, caractériser le crin du cheval, ni les fils de chaîne, parce que des qualités de soie, il y en a beaucoup. Mais j'ai simplement en nommant, ça a déclenché des images sensorielles. Le fait de dire fabriqué en France, objet sur mesure, donc on a effectivement mesuré le dos du cheval, enfin, c'est quelque chose qui s'est fait, et puis c'est un objet qui est là pour marquer les esprits, donc pour montrer qu'en fait, avec des matières qui ne valent plus rien, puisqu'ils sont destinés à la poubelle, où on les laisse tomber, les chutes de cheveux coupées, les fils de chaîne, on les laisse tomber et ça part à la poubelle. Tout ça, en fait, ça contient quand même des propriétés et toutes les qualités sensorielles de la matière finie. Et donc, donc le cheveu coupé, il dit à la fois les valeurs identitaires de son propriétaire. Si on s'amuse à faire une caractérisation sur les cheveux coupés, on peut retrouver beaucoup de choses de la vie du propriétaire. En gros, 2 cm, c'est 1 mois. Donc, on va pouvoir aller chercher, c'est ce qu'on a fait pour certains pharaons. On a prouvé que juste avant leur mort, ils avaient absorbé un peu de drogue. Donc, on peut avoir des traces de la vie de la personne. Pour le cheval, c'est la même chose. Pour le fil de soie, vous voyez d'où ça peut venir, de ce cocon de soie. Et tout dépend, ces qualités dépendent en fait de la vie de ce ver à soie. Donc il va y avoir des valeurs de rareté, des valeurs historiques, des valeurs de savoir-faire. Donc comment est-ce qu'on a travaillé et on a mis en forme ce matériau, des valeurs de remémoration. Donc, comment est-ce qu'on peut être amené à susciter une image sensorielle, un souvenir, des valeurs d'usage, donc une amélioration, une nouveauté, des valeurs esthétiques, des valeurs de pérennité, de durabilité, où on garantit alors soit un vieillissement qui se bonifie dans le temps, soit un vieillissement qui n'altère jamais aucune sensation, aucune grandeur sensorielle présente sur le matériau. Des valeurs politiques, des valeurs symboliques, donc tout ce qui est lié à l'expérience vécue et la charge qu'on met à chaque fois qu'on est en relation avec un objet. Plus il est intime, plus il va se charger symboliquement, plus il va obtenir des valeurs hautes au niveau affectif, etc. etc. Enfin, vous voyez, les valeurs de préciosité. Et puisque l'ensemble de tout ce que je raconte là, ça nous donne des valeurs d'historicité, donc en fait la capacité à avoir une narration, alors toujours avec des faits avérés, hein, toujours avec une valeur d'authenticité, ce qui permet en fait d'augmenter l'effet global et de préparer en fait le terrain sur les aspects sensoriels. Donc là, je pense qu'il y a suffisamment d'infos et je parlais du design de l'affaire, mais on l'a illustré avec Laurie Lag.
Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce webinaire, parce que sinon je vais saouler tout le monde avec trop d'infos, et c'est peut-être le temps des échanges. Oui, tout à fait. En plus, on va laisser la parole du coup. Ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Alors, Cyril. Oui. Bonjour Cyril. J'avais vu ton nom, tu étais là très tôt. Tout à fait, tout à fait. Je voulais pas louper ce moment. Effectivement. Oh là là, attends. Tu me connais, je suis un grand fan. En fait, oui, alors j'ai trouvé très intéressante ta présentation, comme toujours. Et donc tu parles de valeurs. Donc moi j'ai un petit peu travaillé sur les valeurs, en fait, notamment du produit. Est-ce qu'il y a une méthodologie qui permet de faire le lien entre les valeurs, parce que tu en as évoqué de nombreuses en fait valeurs d'un produit, et justement le jugement du consommateur, c'est-à-dire quelle valeur va impacter le consommateur? Est-ce qu'il y a une méthodologie? Parce que à la vue en fait de tout ce que tu as présenté, est-ce qu'on élimine, est-ce qu'on procède par élimination? Comment on procède en fait pour déterminer ce qui touche vraiment le consommateur? Ben, je te remercie de ta question, Cyril. Cyril Berthaud, Oui. qui a travaillé... Non, mais je vais te présenter rapidement, peut-être. Bien sûr, oui. Hein, c'est Oui. juste au retour des choses. Donc Cyril, il a imaginé une formation qui s'appelle Génie sensoriel à l'ENISE, à l'École nationale des ingénieurs de Saint-Étienne, un parcours diplômant qui permet de rendre plus sensible des élèves ingénieurs qui sont souvent attirés par des aspects techniques, des aspects de maîtrise, et qui découvrent grâce à lui, grâce à son parcours, cette possibilité d'augmenter encore plus cette maîtrise au niveau des aspects de perception. C'est ça. Donc, merci. Merci Jean-François. Et donc ta question, elle est... Alors si je continue, parce qu'en fait c'est vrai que moi venant du design, j'étais persuadé que toutes les écoles de design allaient enseigner, allaient s'approprier ce type d'outils, et force est de constater que c'est plutôt les écoles d'ingénieurs. Mais bon, on ferme la parenthèse. Quand les écoles d'ingénieurs sont généralistes, bon, c'est intéressant de former aussi des métiers qui vont pouvoir dialoguer et qui sont plus ouverts que des hyper spécialistes souvent. Donc c'est une question que je vais situer de manière peut-être un peu plus générale. C'est qu'en fait, c'est une question où à un moment donné, il ne faut pas que les outils ou que les procédures ou que les processus étouffent ce qui doit être l'essence même de la conception et de la création. Donc, si les outils sont intéressants et que dans une de leurs fonctions, ça crée de l'inspiration, ça crée des pistes nouvelles à explorer, peut-être que c'est suffisant. Moi, je revendique ça en fait en recherche. J'explique qu'en fait, on a le droit d'aller piller des territoires qui ne nous sont pas propres, simplement pour aller trouver des bonnes idées, donc ce qui peut être insupportable pour un chercheur, hein, de se voir comme ça spolié de ce qui fait sa vie professionnelle en objet de recherche. Donc il faudrait pas conclure sur cette idée qu'en fait tout doit être maîtrisé. Tout ne peut pas l'être, et tout, de toute façon, dans un projet, ne peut pas être étudié parce qu'en fait, il y a des aspects de contexte, il y a des aspects de stratégie qui fait que on est dans une entreprise qui a investi dans un procédé, et il va falloir se débrouiller avec ce procédé. Donc, on va attaquer le sujet autrement. On va dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce procédé en termes de sensations, en termes de variations, et si possible, avoir une spécificité pour se démarquer de sa concurrence, alors qu'en fait, la concurrence vient d'acheter exactement le même procédé. Donc, c'est simplement sur de la connaissance un peu nouvelle qu'on va pouvoir manipuler, qu'on va pouvoir éventuellement apporter un peu de différenciation. Après, on va être obligé, enfin, tu vois, si on répond à ta question, très vite, on va se retrouver en pseudo-conflit, enfin,
on va se trouver un peu en confrontation, mais c'est ce qui est arrivé en évaluation sensorielle dans l'agroalimentaire, avec des positions hiérarchiques de métiers qui ne possèdent pas forcément tous les outils qui permettent de faire une démonstration. Donc, on a des vieux ennemis, entre guillemets, quand on est praticien, quand on est intégré dans des entreprises, avec des gens qui peuvent être à la direction de bureaux d'études, des vieux de la vieille, en formulation chimique, en marketing, en commerce, qui connaissent tout du marché de la consommation de l'entreprise et qui ont tendance à dire « mais ça, on l'a déjà fait, c'est pas la peine ». Voilà. Et donc, très vite, en fait... il y a eu cette rivalité entre l'évaluation sensorielle et le marketing en agroalimentaire, chez Nestlé. Donc ça a été un jeu qui a été tranché par les dirigeants qui sont devenus des financiers, et ils ont dit, bon, on arrête de jouer là. Hein. Il y a une dimension scientifique avec des démonstrations, donc c'est eux qui, en termes de qualité, s'occupent du café vert qui arrive. C'est eux qui s'occupent de la torréfaction, c'est eux qui contrôlent, et on va laisser le marketing jouer sur l'emballage. Voilà. Tout le reste, c'est maîtrisé par l'évaluation sensorielle. Bon, là, on a affaire à une structure qui, en termes stratégiques, vend du consommable et se dit je ne m'amuse pas à être dans l'à peu près, je ne laisse pas faire. Et depuis, le marketing s'est doté d'autres outils. Enfin, tu vois, ça, c'était l'histoire. Donc j'essaye de faire une réponse un peu jugement de Salomon, là, en montrant qu'en fait, ce que j'ai raconté dans la vraie vie, on n'a jamais le temps de faire exactement tout ce que j'ai pu illustrer. Il va falloir choisir au mieux, et il y aura toujours une place à la discussion. Enfin, il faut plutôt voir ça comme ça. C'est les outils qu'on peut maîtriser et déployer, ils sont avant tout là pour échanger et pour, entre guillemets, défendre une espèce de point de vue où là, le designer, il prend le rôle d'avocat du consommateur. Les études de marché qui seraient très pointues, en fait, c'est souvent à l'envers. Quand on a affaire à des gens qui... Le marketing chez Saint-Gobain disait, bah, écoutez, nous, tout le monde achète... voilà, la fille achète pour son père de l'alcool fort, donc c'est des bouteilles qui sont grande contenance. Au départ, hein, dans la tête de Saint-Gobain Emballage, les alcools forts, c'était des bouteilles de grande taille, parce que c'est une boisson d'homme et les hommes ont des grandes mains. Bon, donc c'était ça au départ. Et le marketing appuyait là-dessus. Bon, quand on a commencé à travailler en anthropologie appliquée, donc il y a eu une thèse en anthropo appliquée pour essayer de, pas à pas, de savoir ce qui se passait en interaction quand on décide de se servir un verre. Effectivement, ça peut être un enfant qui sert un verre à un de ses parents ou à son frère aîné qui est majeur et qui lui dit « Tiens, sers-moi un verre ». Donc les différences de taille de main, les différences de tout ça, le marketing dit « Oh là là, bah, vous avez l'air de savoir, donc c'est vous qui allez nous segmenter le marché. Vous allez nous faire… Mais le marketing ne perd pas sa position hiérarchique, mais devient un donneur d'ordre en disant « Bah tiens, toi qui as cet outil-là, tu vas m'étudier ça et ça et ça, puis on va voir ce qu'on en fait. » Je comprends. En fait, si je te posais ces questions, c'est parce que je me suis aperçu qu'effectivement, il était impossible de tout caractériser. C'est-à-dire que c'était trop ample, le chantier était trop important. Et donc, j'avais l'impression qu'il fallait se concentrer sur en fait, un descripteur, par exemple, une thématique très ciblée, et effectivement en faire le tour, donc de façon à bien connaître finalement, ne serait-ce que cette propriété du produit, et peu à peu, entre guillemets, adosser des propriétés, en quelque sorte. C'est-à-dire donc connaître, par exemple, la douceur, l'élasticité, et qu'on adossait peu à peu pour avoir en fait une sorte de connaissance, je dirais, assez globale du produit. Mais c'est vrai que dès qu'arrivent, par exemple, des valeurs de type idéologique, par exemple, comme tu as pu en citer, ou historique, et là, ça devient très compliqué parce que du coup, on ne sait plus comment les caractériser et on ne sait plus par quelle approche, en fait, tu vois, les prendre. C'était ça un peu ma question. Et c'était savoir, du fait de ton expérience, si tu avais en fait, une solution à proposer. Non. Enfin, ça va varier.
tu vois, j'ai donc une thèse qui se termine là, que je co-dirige, qui est sur les déblais d'architecture. Donc en architecture, il y a un effet de bascule. Tout ce qui est ancien, et c'est de plus en plus, tôt, hein, donc même les bâtiments des années 70 aujourd'hui, on a tendance à les considérer comme du patrimoine, donc on va pas vouloir les détruire. Donc en cas de réhabilitation, soit c'est patrimonial et on met beaucoup d'efforts pour les restaurer, pour les mettre à niveau, soit on démolit. Et quand on démolit, là, alors du coup, il n'y a même plus de discussion. On démolit et puis on baigne, on enfouit, on met dans les décharges, enfin, voilà, on s'amuse avec. Et donc, cette étudiante, elle montre qu'en fait, c'est pas parce qu'on réalise de la déconstruction, du déblai, qu'on perd l'image du bâtiment, ou plutôt on peut retravailler sur son image comme une matière à création à travers les valeurs qui sont véhiculées dans les déblais. Donc, elle a sur une parcelle, elle travaille avec une agence qui s'appelle SCO, qui est une grosse agence qui a fait le Stade de France, l'hôpital Georges Pompidou, donc c'est une grosse agence, très structurée, et qui sont assez loin souvent des matériaux. Et donc, elle a manipé là-dessus, et venant du textile, comme mon autre doctorant, là, dont je signalais le travail, Anna Saint-Pierre, elle a travaillé sur une manière de textiliser la brique, par exemple. Elle a travaillé, alors, en laissant de côté assez vite les aspects sensoriels, comme ce que tu signales, mais en travaillant énormément les valeurs historiques, en montrant qu'en fait, sur une même parcelle, on avait des couches de bâtiments qui représentaient l'histoire de la brique. La brique francilienne, la brique qui devient industrielle, et la brique objet standard, avec une couleur, si possible, identique, une qualité identique. Et donc, elle en a fait des nuanciers. Comme on était en partenariat avec la manufacture de Sèvres, on en a fait des pigments. Et elle s'en est servie à la fois côté textile et Sèvres, côté émail. Donc, et on a fait exister pour la première fois une collection francilienne. La manufacture de Sèvres, quand on regarde l'histoire, en fait, elle a travaillé toujours avec des pigments du monde entier. Et le pigment le plus proche qu'elle utilise, c'est un pigment qui vient d'Angleterre. Il n'y avait rien en France. Et là, il y a eu une opportunité. Donc là encore, tu vois, là, je suis en train de raconter une histoire. Et cette valeur d'historicité, elle apporte une telle valeur ajoutée d'un seul coup aux déblais qui étaient des briques, qui étaient destinées à la benne, que d'un seul coup, on dit, ben non, mais c'est dommage. Ben oui, effectivement. Alors, on ne va pas traiter toutes les briques pour en faire des pigments, mais rien que le fait de faire exister ça, ce petit démonstrateur, ça permet de faire basculer la représentation qu'on peut avoir d'un matériau. Hein, donc, de casser justement les images qu'on peut se faire. Donc, c'est ça aussi, ces outils-là, qui ne sont pas forcément des outils de mesure, ça permet d'évaluer. C'est ce que fait un commissaire-priseur. Il évalue avec de la valeur d'historicité, de la valeur de rareté, et il va traduire tout ça en valeur économique par rapport à un marché. Ben, on a fait la même chose. Il y a un philosophe, architecte critique au 19e, Alois Riegel, à qui on confie, c'est le gouvernement en fait, autrichien qui lui confie cette étude en disant aidez-nous par rapport au patrimoine bâti à nous dire ce qui mérite d'être maintenu en état, laissé à l'abandon ou carrément détruit. Aidez-nous. Et c'est lui le premier à tenter une espèce d'explicitation de ces valeurs. Hein, c'est lui qui va parler de valeurs d'ancienneté, de valeurs de témoignage, de valeurs pour l'architecture. Donc on s'en est juste emparé, mais tu vois, c'est un travail qui est fait avec des doctorants, donc c'est pas encore très consolidé, mais c'est pour ça que j'ai terminé là-dessus. Et c'est pour ça que ça te Non, titille. c'est très intéressant. Oui. C'est très intéressant. Non, non, au contraire. Et donc, ça montre qu'en fait, il faut le prendre au départ, en fait, dans le cahier des charges, en tant qu'intention, en fait, et non pas après, c'est-à-dire une fois qu'on a avancé, en fait, sa conception et qu'on s'interroge finalement du sens de ces valeurs et comment on va Ouais, traiter ces valeurs. tu sais, souvent, on n'a pas le choix. Hein.
On intervient quand on nous dit d'intervenir. C'est une chance, enfin, ça veut dire on devient légitime, qu'on a été écouté. Quand on intervient très tôt, c'est un confort. Mais la plupart du temps, enfin, tu le sais bien, on intervient plutôt en pompier, plutôt en curatif, plutôt en... Ou on intervient en tant que chercheur. Là, on est à part. Oui. On n'est On a pas du confort placé dans ce pareil. cas-là. Oui. Oui. Mais ça On a le alimente temps de un résoudre. travail de fond, quoi. Travail de fond qui alimente les réflexions globales d'une entreprise sur ses produits. Ben, je te remercie pour ta réponse. Je reconnais que ma question n'était pas facile, mais elle m'interrogeait. Parce que c'est pas évident de répondre à cette question, Mais effectivement. c'est une question qui est ouverte. Hein. Oui, tout à C'est une fait. question qui est très intéressante. Bon, merci Cyril, en tout cas, pour cette question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions auprès des participants? S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose donc de clore ce webinaire. On est dans les temps. Je tiens à vous faire part du fait que nous avons d'autres webinaires donc, de prévus. Le prochain donc, sera donc, design et sémiotique le mois prochain. Nous aurons aussi design et propriété intellectuelle et design et fabrication additive. Alors, pour design et sémiotique, vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site internet. Voilà, n'hésitez pas. Et puis pour les prochains, si vous ne pouvez pas participer, c'est enregistré. Donc la session d'aujourd'hui est enregistrée, sera très bientôt, semaine prochaine, je pense, sera en ligne sur notre site. Donc merci Jean-François. J'ai eu une question, savoir si c'était possible de récupérer ton support de présentation. Bien sûr. Oui, oui. D'accord. OK. Donc voilà, ça, certains participants sont intéressés. Tu avais reçu l'article aussi, le texte? Oui. Sur l'interrupteur click and clue. Oui. Ça, je ne sais pas. OK, je te renvoie tout. Oui, je veux bien. Comme ça, je peux envoyer aux personnes qui sont intéressées ou même à tous les participants un lien pour récupérer ces éléments-là. Et après, j'invite bien sûr tous les participants, s'ils le souhaitent, à te contacter s'ils ont des besoins un peu spécifiques sur cette problématique de sensoriel. Très bien. Et design et sémiotique, c'est avec Samuel Grange. Tout à fait. Comme le monde est petit, en fait, on a travaillé il y a longtemps ensemble. D'accord, très bien. Bon, écoute, tant de plans créatifs. Ah oui. Ah oui. Vincent Créon était aussi oui. plan créatif. Très bien. Merci beaucoup Jean-François. Merci à vous. Tous. Et puis bonne fin de semaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. À vous tous. Merci beaucoup. Merci Yann, merci Jean-François. Merci. Merci.